Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter une traduction de la vidéo Back Pain Diagnosis is a Child Play, avec l'accord de son auteur, Dr Mark Laslett. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Mark Laslett est un kinésithérapeute néo-zélandais, auteur de nombreux articles sur la colonne. Il a été instructeur Mackenzie pendant quelques années et désormais il donne des cours partout dans le monde. Vous pouvez le retrouver avec l'agence EBP et je ne peux que vous encourager à suivre son e-learning. Le titre de la vidéo est intentionnellement provocateur pour être accrocheur. Toute personne qui s'occupe de patients souffrant de douleurs musculo-squelettiques a déjà entendu ou est déjà convaincu que c'est difficile, impossible, ou bien nécessite des années d'apprentissage pour faire ce diagnostic exact. D'autant plus si l'on se concentre sur une zone spécifique comme les douleurs lombaires ou cervicales. Les croyances concernant le diagnostic de la colonne vertébrale sont très ancrées. Beaucoup vont même jusqu'à dire que non seulement c'est impossible, mais que cela peut même être préjudiciable. La question de savoir pourquoi fournir un diagnostic pourrait être préjudiciable aux patients est un sujet que cette courte présentation mettra de côté. Nous allons nous concentrer sur la méthodologie pour l'établissement d'un diagnostic, pour tous les diagnostics. Mon domaine d'intérêt particulier est le système musculo-squelettique et tout particulièrement les affections douloureuses concernant le bas du dos. Ce que nous allons faire, c'est regarder un jeu qui est proposé aux enfants pour qu'ils y jouent pendant des années. Mes petits-enfants de 7 et 8 ans y jouent facilement. Elle requiert les mêmes méthodologies utilisées en médecine pour faire un diagnostic. Évidemment, cela nécessite des connaissances particulières et je ne suis pas en train de prétendre qu'un enfant de 7 ans peut faire un diagnostic de la douleur du dos. Ce que je veux dire, c'est que la méthode est simple. Comprendre ce qui peut aller mal dans le corps des gens demande un apprentissage, avec des connaissances de base en anatomie, physiologie, épidémiologie des pathologies. Si on apprend à examiner un patient, on peut se poser les bonnes questions, y répondre, et on arrive généralement à une bonne réponse qui est un diagnostic. Ceci est une image trouvée sur internet. C'est un simple jeu d'enfant appelé Qui est-ce. C'est un jeu pour 2 joueurs. Il y a 2 plateaux de cartes, un pour chaque joueur. Et tous deux ont les mêmes 24 cartes, avec des images de visages différents. Chaque joueur pioche au hasard son personnage sans que le joueur adverse en ait connaissance. Dans cette diapositive, vous pouvez voir que le joueur est Tyrone. Le joueur adverse tire son personnage également. Pendant le jeu, les joueurs répondent chacun leur tour à des questions par oui ou non. Progressivement, les possibilités se réduisent à chaque question. Le joueur qui réussit à déterminer qui l'autre joueur a tiré en utilisant le moins de questions gagne. Jouons une version simplifiée pour bien comprendre la méthode. Voici 20 dessins de visages différents. Juste pour les besoins de cette démonstration, disons que vous êtes la femme avec les cheveux roux et le fard à paupières. La première question de votre adversaire est: as-tu les cheveux rouges? Vous lui répondez non car votre personnage a les cheveux roux. Votre adversaire peut alors éliminer tous les personnages avec les cheveux rouges. Ensuite, votre adversaire vous demande si vous avez les cheveux noirs. La réponse est non. Il peut alors éliminer tous ceux qui ont les cheveux noirs. Votre adversaire vous demande si vous avez les cheveux bruns. Vous répondez non de nouveau, et votre adversaire peut éliminer tous les bruns. Votre adversaire vous demande si vous êtes un homme, et vous répondez non. Votre adversaire n'a plus qu'une seule option, la bonne réponse. Il est important de réaliser que peu importe par où commence votre adversaire dans le processus d'élimination, commencer par une question comme êtes-vous un homme est tout aussi valable et les processus suivent un chemin différent tout en aboutissant à la même conclusion, à condition que votre adversaire réponde honnêtement à vos questions bien sûr. Maintenant, transférons la même méthodologie aux différents diagnostics de la colonne lombaire. J'ai réduit le nombre d'options aux troubles douloureux les plus courants et certains moins fréquents. Évidemment, il y en a d'autres possibles, mais cela suffira pour les besoins de cette démonstration. Examinez ces 12 options et réfléchissez aux caractéristiques de chaque catégorie ou diagnostic. Mettez la vidéo en pause peut être utile, pour que vous puissiez réfléchir quelles pourraient être ces caractéristiques. Maintenant, disons que votre patient souffre de maux de dos et a complété un diagramme corporel de ses douleurs, un questionnaire sur la sensibilisation centrale. Vous avez posé toutes les questions concernant le drapeau rouge. Vous avez fait un historique
clinique complet des douleurs actuelles et des problèmes de dos par le passé. Vous avez fait un examen physique du patient qui comprend un examen neurologique, les tests de provocation de la douleur de l'articulation sacro-iliaque, un examen de base de la hanche qui comprend des tests passifs et résistés. Et vous avez fait une évaluation des mouvements répétés Mackenzie pour déterminer si les symptômes ont une préférence directionnelle ou s'ils peuvent centraliser ou pas. Maintenant, vous êtes prêt à jouer au jeu de deviner quelle est la pathologie douloureuse. Ou, plus professionnellement, pourquoi ce patient souffre et d'où vient la douleur. En d'autres termes, quel est le diagnostic lombaire? Voici les diagnostics possibles que nous envisagerons pour ce jeu. Supposons que le patient a dessiné ses douleurs comme ça. Et voici les informations essentielles recueillies lors de votre interrogatoire et de votre examen physique. Notez rapidement ces détails, ou faites une copie d'écran et imprimez-la. Vous pouvez faire une pause ici. Regardons de nouveau les options possibles et commençons à éliminer les diagnostics sur la base de ce que nous savons des problèmes de ce patient. La première chose que nous pouvons faire est d'exclure la douleur radiculaire causée par une hernie discale. Il n'y a pas de douleur radiculaire sur le diagramme de la douleur. On peut aussi éliminer la sténose lombaire, car elle ne provoque jamais des douleurs seulement lombaires. Les autres syndromes de la douleur radiculaire peuvent être éliminés également. De même, pour les douleurs ayant pour origine la fesse ou l'articulation de la hanche, car elles ne provoquent jamais de douleur dorsale uniquement au niveau du sacrum. Ensuite, nous pouvons exclure une sensibilisation centrale, car les scores du questionnaire CSI se situent dans la fourchette normale. L'absence totale de toute suggestion de claudication intermittente nous permet d'exclure une origine vasculaire. Les questions de dépistage des drapeaux rouges n'ont suggéré aucun indice concernant les pathologies graves comme le cancer ou les fractures. Le fait qu'un seul test de provocation de la douleur de l'articulation sacro-iliaque ait été positif signifie que nous pouvons exclure l'articulation sacro-iliaque comme source de la douleur. Et la description centrale et symétrique de la douleur exclut les articulations facétaires également. Cela laisse la colonne antérieure comme source possible de la douleur. Le dessin de la douleur est cohérent avec une structure médiane douloureuse. Il s'agit donc d'une perturbation mécanique ou d'une douleur non mécanique de la colonne antérieure comme une perturbation du disque interne ou des changements symptomatiques dans les plateaux vertébraux. Le fait que les symptômes puissent être centralisés et montrer une nette préférence directionnelle lors de l'évaluation des mouvements répétés Mackenzie indique qu'il s'agit d'une perturbation mécanique plutôt que d'une non mécanique. Ce qui nous laisse un seul diagnostic, la douleur discogénique mécanique. Il se trouve que la centralisation est très spécifique lors de la provocation contrôlée discographique. Notre diagnostic est donc certainement le bon. À propos de cette patiente, le dessin de la douleur est différent du patient précédent. La douleur est unilatérale avec seulement une raideur subjective centrale en barre dans le bas du dos. Elle est dominante en dessous de L5. Voici également les détails que vous pouvez rapidement noter ou faire une copie d'écran pour l'imprimer. Vous pouvez mettre en pause ici et essayer de vous débrouiller tout seul. Toutes les informations pour un diagnostic structurel sont là. Donc travaillons sur cet exemple maintenant. La chose la plus évidente est l'âge de cette patiente. Elle est jeune, son score CSI est normal et il n'y a pas de drapeau rouge. Donc débarrassons-nous de ces diagnostics très improbables. L'absence de traumatisme évident chez une jeune femme sportive et l'absence de toute douleur radiculaire nous permet d'éliminer ces diagnostics également. L'évaluation des mouvements répétés Mackenzie n'a pas réussi à montrer de préférence directionnelle ou un phénomène de centralisation. En plus de ça, la patiente a également décrit une augmentation progressive de ses gènes. Alors que l'évaluation continuait, son niveau de douleur ne faisait qu'empirer au fur et à mesure que j'avançais dans n'importe quelle direction. Ceci peut faire penser à une origine inflammatoire. Nous pouvons donc exclure la douleur discogénique mécanique. Ces hanches présentent des amplitudes de mouvement normales et n'ont causé qu'une légère douleur en fin de rotation interne. Il est peu probable que la hanche soit à l'origine de la douleur. La douleur de l'articulation facétaire est rarement, voire jamais, une cause de douleur ressentie uniquement dans les fesses. Et l'absence de traumatisme chez une jeune femme permet de les exclure. Cela nous laisse soit une douleur discogénique mécanique ou des plateaux intervertébraux, ou une articulation sacro-iliaque symptomatique. Dans ce cas, 5 des textes de provocation de la douleur de l'articulation sacro-iliaque ont été douloureux, même avec une force relativement mineure appliquée.
la probabilité qu'il s'agisse d'une douleur de l'articulation sacro-iliaque augmente considérablement. Et nous pouvons dire avec une certaine confiance que si une anesthésie était effectuée dans l'articulation sacro-iliaque droite, sûrement que la douleur disparaîtrait aussi longtemps que l'anesthésie serait efficace. Maintenant, ce cas est clairement différent de ce vu précédemment. D'abord, la douleur à la jambe est la plainte dominante. Et l'histoire est beaucoup plus courte. Elle a un shift gauche marqué qui augmente en extension et reste inchangé en flexion. Cette déformation n'est pas une scoliose idiopathique, car elle s'est développée rapidement peu après son accident. Ces radios n'ont révélé aucune fracture ou de raison osseuse pour cette déformation. L'examen de dépistage neurologique a révélé une force normale pour tous les groupes de muscles clés de chaque côté, et une discrimination sensorielle normale. Les tests de la SEC droite et gauche ont provoqué chez elle des douleurs radiculaires du côté droit. C'est une présentation classique. Le diagnostic est un jeu d'enfant, alors jouons. Parce que l'examen de ses hanches est normal, nous pouvons écarter cette possibilité. Son âge et l'apparition traumatique nous permettent d'éliminer plusieurs possibilités, comme les métastases vertébrales, la sténose et les maladies vasculaires périphériques. Les radios sont normales, donc toute fracture majeure peut être éliminée, même si les fractures mineures peuvent être manquées, mais nous pouvons en fait éliminer tout cela aussi parce qu'elle a passé un IRM qui l'a exclu. L'évaluation des mouvements répétés Mackenzie comprenait une tentative de correction du shift latéral gauche, mais cela n'a pas réussi. Même si dans un premier temps, il semblait que la centralisation était possible, tout effet était de très courte durée. Donc nous pouvons exclure le dérèglement mécanique interne du disque, que nous pensons être lié au phénomène de centralisation. La douleur dominante des membres inférieurs n'est pas une caractéristique de la douleur discale. La douleur non mécanique du disque peut donc être exclue. Également, bien que la composante dorsale de son problème puisse être causée par le disque blessé. Le shift latéral aigu n'est pas associé aux articulations sacro-iliaques. Nous pouvons donc ignorer toute provocation positive des tests de l'articulation sacro-iliaque et l'exclure. Pour les mêmes raisons, nous pouvons exclure les douleurs d'origine facétaire. Eh bien, il nous reste le dessin de la douleur et sa description de la douleur, et celle d'une compression ou d'une irritation de la racine nerveuse. C'est ce qu'on appelle plus techniquement la douleur radiculaire. Il se peut que la sensibilisation à la douleur soit un problème ici, mais il est clair que le mécanisme de base de la douleur sous-jacent est d'origine patho-anatomique. Je pense qu'il est sûr d'exclure la sensibilisation centrale, même si elle n'a jamais rempli de questionnaire que nous utilisons maintenant pour l'évaluer. Donc, est-ce que cette douleur radiculaire est causée par une hernie discale ou une autre pathologie? Le test de la SEC croisée est d'une très grande spécificité pour les radiculalagies provoquées par une hernie discale. Nous pouvons donc exclure les causes moins courantes de douleur et faire le diagnostic fiable d'une hernie discale causant une douleur radiculaire. En fait, l'IRM a confirmé la présence d'une hernie discale. Une péridurale sélective avait temporairement supprimé sa douleur. Le simple processus d'élimination est ce que j'appelle le diagnostic par soustraction. Il a de très bonnes fondations en biostatistique et peut être amélioré par d'autres concepts bien compris permettant d'introduire ou d'exclure d'autres diagnostics possibles. Je vous ai montré 3 exemples de patients réels pour vous donner une idée de la manière dont cela fonctionne. Mon objectif principal est de souligner qu'un diagnostic raisonnablement sûr est possible dans la plupart des cas des patients souffrant de maux de dos, et que ce processus peut être utilisé dans de nombreuses situations médicales ou autres. En fait, toute recherche d'identification des phénomènes de la vie réelle utilise probablement cette méthode. Ce n'est pas difficile, ni même nouveau. L'utilisation du diagnostic par soustraction dans le diagnostic clinique nécessite une connaissance importante du contenu. Cette connaissance peut être acquise dans de nombreux cours du 3e cycle. Mon cours sur le diagnostic de la colonne lombaire est à 90% en ligne et disponible en anglais. Il existe également une version en français. Si vous êtes clinicien, consultez mon site web. Et voici mon message final. Le concept de lombalgie non spécifique est un dinosaure. Ceux qui l'utilisent pour décrire la plupart des lombalgies annoncent simplement qu'ils sont ignorants ou qu'ils évitent les connaissances actuelles et les preuves scientifiques. Il est temps d'enterrer le concept et de le reléguer à l'histoire où il appartient à juste titre.